Cet hospice, élevé de 3 étages, a la forme d'un croissant. Derrière cet édifice se trouvent les accessoires, un beau portique qui fait saillie au centre de cette demi-lune forme l'entrée d'une chapelle qui occupe le milieu des bâtiments. Cette chapelle surmontée d'un dôme autour de laquelle correspondant la principale salle destinée aux malades renferme la mausolée du prince fondateur. Il est orné de colonnes, de stucs et statues de beaux tableaux. La pharmacie est une des plus belles et des plus riches que je connaisse. L'hôpital des enfants trouvé situé sur le bord de la Moskva, protégé par la canon du Kremlin, et sans contredit le plus vaste et le plus bel établissement de ce genre qu'il y ait en Europe. Il se compose de deux portions d'édifices. La première, où est la porte d'entrée, est destinée au logement du gouverneur, pris parmi les anciens généraux d'armée, à celui de l'administration des officiers de santé, des heureux et de toutes les personnes attachées au service de l'hospice. La deuxième forme un carré parfait au milieu de la cour. Il est très grand, est une fontaine réservoir qui distribue l'eau de la rivière dans tout l'hôpital. Chacun des côtés se compose de 4 grands étages, autour desquels règne un corridor régulier, peu large, assez spacieux, cependant peu l'air et les individus y circulant librement. Les salles occupant le reste de la largeur et toute la longueur de chaque halle du bâtiment. Dans chaque salle sont placés du rang des lits à rideaux. La grandeur est relative à celle des enfants. Le quartier des garçons est séparé de celui des filles. La plus grande propriété et le plus grand ordre régnant partout. À peine avions-nous pris possession de la ville et étions-nous parvenus par nos efforts à éteindre le feu que les Russes avaient allumé dans les plus beaux quartiers, qui par suite de causes majeures, l'incendie se révéla d'une manière plus vive, se propagea rapidement d'une section de la ville à l'autre et embrassa toute la cité. La première de ces causes est justement rapportée à la volonté bien prononcée d'une certaine classe de Russes que l'on dit être les individus détenus dans les prisons, dont les portes avaient été ouvertes au départ de l'armée. Ces misérables, excités soit par un ordre supérieur, soit par un mouvement spontané dont les vues, sans doute exercé les villages, se portant aux yeux de tout le monde, d'un palais à l'autre, ou d'une maison à une autre, peut mettre le feu. Les patries françaises, quoique nombreuses et fréquentes, n'avaient pu les empêcher. J'ai vu prendre plusieurs de ces misérables sur le fait. On avait saisi dans leurs mains des mèches allumées et des matières combustibles. La peine de mort appliquée à ceux qu'on prenait en flagrant délit ne faisait nulle impression sur les autres. Et l'incendie continua 3 jours et 3 nuits sans interruption. Enfin, nos soldats couperont les maisons pour l'arrêter. La flamme franchissait bientôt les espaces et un clin d'œil. Les bâtiments ainsi isolés étaient embrassés. La deuxième cause devait être attribuée au vent impétueux de l'équinoxe. Du jour très fort dans ces contrées, et à la faveur desquelles le feu croissait et se déployait avec une activité extraordinaire. Il serait difficile, dans quelques circonstances que ce soit, d'avoir un tableau plus horrible que celui qui affligeait nos regards. Ce fut surtout pendant la nuit de 18
au 19 septembre, époque où l'incendie était au plus haut degré, que ses effets offraient un spectacle étonnant. Le temps était beau et sec. Les vents n'ayant cessé de régner de l'est au nord ou du nord à l'est pendant cette nuit, dont l'image effrayante restera toujours gravée dans mon souvenir. Toute la cité était abrasée. Les gerbes épaisses, des flammes, des couleurs variées, s'élevaient de toutes parts, jusqu'au nous couvrions en entier l'horizon, portant au loin une lumière éclatante et une chaleur brûlante. Ces gerbes de feu, projetées dans tous les sens et étrannées par la violence des vents, étaient accompagnées dans leur ascension et dans leur marche rapide par un sifflement épouvantable et peu des détonations foudroyantes, résultat de la combustion des poudres, de salpêtre, des huiles, résines et eau de vie, dont la plupart des maisons étaient boutiques, étaient remplies. Les plaques des tôles vernisées qui recouvraient les bâtiments et déchirant brusquement par l'effet de la chaleur et allant jaillir au loin des portions très considérables de poutres ou de solives, de sapins enflammés, lancés, et de très grandes distances surveillant et propager l'incendie jusqu'aux maisons que l'on croyait les moins exposées à cause de leur éloignement. L'épouvante et la terreur avaient frappé tout le monde. La garde, les quartiers généraux et le chef de l'armée quitteront le Kremlin et la cité et alleront établir un camp à Petrovski, château de Pierre-le-Grand, sur la route de Pétersbourg. Je restais avec un très petit nombre de mes camarades dans une maison bâtie en pierre isolée et située au sommet du quartier franc, près du Kremlin. Je peux facilement observer de là tous les phénomènes de cet épouvantable empressement. Nous avions envoyé nos équipages au camp, étant toujours sur la qui-vive, préparés aux événements ou pour les prévenir.